démocratique du Congo. Dans l'est de la RDC, les journalistes sont invités à rompre avec les médias de haine. En effet, un constat a été fait par Polé Institute, un institut de recherche dans la région des Grands Lacs, selon lequel certains médias de l'Est congolais sont à la solde de quelques hommes politiques voulant attiser le feu dans la région. Des rumeurs, des messages de division, des injures, des informations non recoupées, des propagandes politiciennes sont diffusées et publiées sans qu'on tienne compte de leur impact sur les consommateurs. Pour éviter le pire, Polé Institute, qui est une organisation de la société civile, a initié un processus de formation en faveur des professionnels des médias. Une première session a regroupé le week-end dernier à Goma une vingtaine de journalistes en provenance de l'Ituri dans la province orientale, de tous les territoires du Nord Kivu, de Bukavu au Sud Kivu et du Burundi pour réfléchir sur la production d'informations responsables, fiables et équilibrées pour le renforcement de la paix dans l'Est de la RDC. Depuis Goma, le point avec notre correspondant Primo Pascal Rudaïgua. 25 journalistes de la presse écrite et de l'audiovisuel ont pris part à cette formation de 3 jours. Ces journalistes, dont la plupart ont été formés sur l'État, ont constaté malheureusement que les consommateurs de leurs informations n'ont plus confiance en eux, tel que l'explique cette auditrice de Goma. Ces journalistes nous prennent pour des imbéciles ou quoi? Ils diffusent des injures entre le gouverneur et le député Jarib. Conscients de manque de professionnalisme pour certains médias de la République démocratique du Congo, les participants ont été attentifs aux formateurs burundais. Athanase Ntiyanogeye, professeur de journalisme dans les universités du Burundi. Les médias ne sont pas là pour dire voilà le conflit va se terminer tel ou tel jour. Les médias ne sont pas là pour arrêter la guerre comme telle. Ils sont là pour apporter leur contribution. Apporter leur contribution dans le sens où ils doivent équilibrer les informations. Quand vous équilibrez l'information, vous rendez un bon service à la population. Insistez beaucoup plus, non pas sur ce qui divise les belligérants, mais sur ce qui peut être fait pour quitter le terrain des conflits. L'expérience des médias burundais dans le règlement des conflits dans leur pays a servi de leçon pour les journalistes congolais. La radio Maendeleo de Bukavu est redoutée dans le rapprochement des communautés avec son projet pigiste qu'elle développe grâce à la coopération suisse avec la radio Izuba du Rwanda et la radio publique africaine du Burundi. Jolie Kamuntu, directrice de la radio Maendeleo de Bukavu au Sud Kivu. Dans ce projet, les journalistes de radio Maendeleo vont faire 1 mois au Rwanda et au Burundi. Ceux des 2 pays viennent aussi passer 1 mois à Bukavu et ils produisent des reportages qu'ils échangent avec les 3 radios impliquées dans le projet. C'est un projet au fait qui consistait à mettre fin aux stéréotypes qui se sont constatés à cause des guerres à répétition dans la sous-région, parce qu'on est arrivé à un moment où les populations civiles ne se supportent plus et pour nous c'était un danger imminent et nous y sommes parvenus parce qu'aujourd'hui à la radio les auditeurs réclament des Rwandais qui savent animer des émissions et ils nous demandent où est parti tel qui savait bien animer. L'organisateur de cette formation invite les journalistes de la région à plus de solidarité pour la production des reportages conjoints qui rapprochent les communautés. Onesforce Matumba, directeur de l'information et plaidoyer à Polé Institute. Initier un plaidoyer pour que tout le monde prenne conscience de la nécessité et de l'urgence de mettre à niveau nos journalistes de toutes les presses pour qu'ils jouent pleinement leur rôle. Ça, c'est important. Enfin, il faut des visites et des reportages croisés au niveau des Grands Lacs. Goma, Primo Pascal Rudaïgua, La Voix de l'Amérique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Tous les 3 États, à savoir le Rwanda, le Burundi et la RDC, qui étaient représentés par les ministres des Affaires étrangères, ont dû réaffirmer leur engagement à devoir soutenir les efforts de la brigade d'intervention pour que la crise qui se vit à l'Est puisse définitivement se terminer. Des 2, les États ont estimé qu'avec la criminalité transversale dans la région des Grands Lacs, il est nécessaire qu'on mette en place une cour de justice qui va s'occuper des crimes commis dans la région des Grands Lacs. Cela constitue une innovation et lorsque on va commencer à partager les intérêts communs entre le Rwanda, le Burundi et la RDC, on estime qu'aucun État ne peut encore s'y mixer dans les affaires de l'un ou l'autre parce que les intérêts seront en train d'être partagés. Je crois que si tout le monde peut œuvrer
pour que la paix s'installe définitivement dans cette province, ce sera ça qui peut nous préoccuper le plus. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Il y a réellement un problème parce que nous avons le parc de Salonga. Il y a les braconniers qui opèrent dans ce parc, qui est un parc à cheval entre plusieurs provinces, notamment la province orientale, l'Équateur, le Maniema, le Kasaï oriental également. Ce qui fait que les autres provinces ont déjà pris des mesures pour lutter contre les tueries des espèces rares. Le résultat, c'est que parce qu'ils sont traqués ailleurs, ils se réfugient du côté de notre province, du Kasaï oriental, notamment du côté de Lomela et de Katakokombe. Aujourd'hui, nous avons mis tous les paquets et ici, ils sont là, les braconniers. Il est temps qu'ils partent. Les mesures telles qu'on les a prises, ils seront pris dans le filet. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons décidé par rapport au parc de Salonga d'envoyer une brigade anti-braconnage que nous allons renforcer selon les réalités du front. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. L'ONG Justicia se réjouit de la tenue du procès d'éléments des forces armées congolaises devant le tribunal militaire du Haut-Katanga à Kipushi pour crimes de guerre, soit 14 exécutions sommaires commises le 2 juillet 2012 à Mitwaba. Mais, insiste l'ONG, le gouvernement congolais doit mettre des moyens financiers nécessaires à la disposition de la justice pour un procès juste et équitable, nécessitant la participation des familles des victimes et des témoins qui sont à près de 500 km du tribunal, celui-ci ayant été délocalisé dans le sud du Katanga. De même que les avocats des prévenus ont besoin d'un soutien financier pour effectuer leur travail. 14 civils soupçonnés d'être des miliciens Maïmaï détenus par le 43e bataillon de la force de réaction rapide des FARDC avaient été exécutés aux environs de Mitwaba. Les détails avec maître Timothée Nbouya, président de Justicia ASBL à Lubumbashi. Ces personnes avaient été extraites de leur lieu de détention récemment. Alors, le tribunal militaire de garnison du Katanga, saisi des faits, a donc pris des audiences contre ces personnes. Malheureusement, la répartition administrative de nos juridictions, il y a des lieux qui sont très éloignés du siège des tribunaux. Les personnes qui s'étaient rendues coupables des crimes de guerre à Mitwaba sont poursuivies à Kipushi, à plus de 300 km du lieu de la commission des crimes supposés. Il se fait que les prévenus eux-mêmes, donc le capitaine Magisha et ses commanditaires, sont les personnes qui ne peuvent pas supporter les frais d'une instance judiciaire, notamment en faisant déplacer leurs conseils. Et puis de l'autre côté, les parties civiles, les familles des victimes, donc, qui ne disposent pas de frais pour soutenir les frais que demande la justice. Sinon, la justice est quand même un peu coûteuse. C'est comme ça que la MONUSCO a compris les difficultés et il est en train de venir à l'aide au tribunal militaire de garnison du Haut-Katanga qui va devoir se déplacer déjà cette semaine. Disons en clair que la MONUSCO est en train d'appuyer notamment en moyens logistiques. Donc le tribunal va se déplacer, mais les avocats des parties civiles et des prévenus ne savent pas se déplacer parce que ça demande des frais énormes. Maître Timothée Nbouya est président de Justicia ASBL à Lubumbashi. D'autre part, le Conseil des ministres de la RDC a décidé hier de créer Lumumbaville dans le centre du pays du nom de Patrice Lumumba, Premier ministre assassiné en 1961. Cette ville devrait couvrir les emplacements de la cité de Wembo-Niama et du groupement Ewango dans la province du Kasaï oriental, d'où était originaire Lumumba, héros de l'indépendance. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Les Centrafricains continuent de fuir les violences à Bangui. Chaque semaine, plusieurs milliers de réfugiés traversent l'Ubangui pour rejoindre à quelques centaines de mètres la ville congolaise de Zongo. Je suis un ancien militaire. Pour cela, j'ai reçu 2 balles au pied droit et au pied gauche. C'est pourquoi je suis venu ici. Il y a plus de 100 000 Centrafricains ici. C'est presque tout le pays qui est vidé. Mais alors c'est notre pays. On ne va pas quand même l'abandonner comme ça. À Zongo, ils sont réceptionnés dans un camp de toile dépourvu d'eau et d'électricité. Outre des conditions sanitaires inquiétantes, les réfugiés craignent des intrusions et des expéditions punitives de la part des rebelles de la Séléka. La plupart n'envisagent pas un retour prochain dans leur pays en raison des violences et de l'insécurité. Conditions sine qua non, sécurité, et c'est ceux qui sont responsables de ce pays, c'est à eux de créer les conditions et prendre des décisions courageuses, audacieuses, pour que la situation des Centrafricains puisse changer
Rentrer, c'est bien parce que c'est mon pays, mais il faut aussi voir dans quelles conditions je peux rentrer. À partir du moment où même celui qui est le garant moral, celui qui incarne l'autorité du pays n'a même pas le contrôle de ces gens. C'est des incontrôlés, des bandits de grand chemin, des pilleurs, des voleurs, des envahisseurs. À partir du moment où celui-ci, ce dernier, n'a même pas le contrôle de ces gens, comment je peux rentrer dans ces conditions ? Les autorités congolaises prévoient l'installation d'un nouveau camp à Molé, à quelques 35 km de Bangui. Mais sa mise en place est retardée par un défi logistique de taille. Il n'y a ni route ni piste d'atterrissage. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. La région des Grands Lacs qui se propose de créer une cour de justice pour juger les auteurs des crimes dans la région des Grands Lacs. Justement, sont concernés le Rwanda, le Burundi et la RDC. C'est l'une des recommandations de la concertation des ministres des Affaires étrangères réunis récemment à Bujumbura. On écoute à ce sujet le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, sur des propos recueillis par nos confrères de la radio Okapi. Pour les trois États, à savoir le Rwanda, le Burundi et la RDC, qui étaient représentés par les ministres des Affaires étrangères, ont dû réaffirmer leur engagement à devoir soutenir les efforts de la brigade d'intervention pour que la crise qui se vit à l'Est puisse définitivement se terminer. Des deux, les États ont estimé qu'avec la criminalité transversale dans la région des Grands Lacs, il est nécessaire qu'on mette en place une cour de justice qui va s'occuper des crimes commis dans la région des Grands Lacs. Cela constitue une innovation et lorsque on va commencer à partager les intérêts communs entre le Rwanda, le Burundi et la RDC, on estime qu'aucun État ne peut encore s'y mixer dans les affaires de l'un ou l'autre parce que les intérêts seront en train d'être partagés. Je crois que si tout le monde peut œuvrer pour que la paix s'installe définitivement dans cette province, ce sera ça qui peut nous préoccuper le plus. Et on reste en République démocratique du Congo, une ville au nom de Patrice Lumumba, héros de l'indépendance, et Premier ministre assassiné en 1961, selon le communiqué du Conseil des ministres réuni hier à Kinshasa. Cette ville couvrira les emplacements actuels de la cité de Wembo, Nyamba et du groupement Ewango dans la province du Kasaï oriental, au centre du pays d'où était originaire Patrice Lumumba. Patrice Lumumba, mort à 36 ans et toujours respecté au Congo, avait prononcé le jour de l'indépendance un virulent discours dénonçant les abus de la colonisation belge, marquant du coup sa rupture avec l'ancienne métropole. En plus bref, la justice suédoise qui condamne à des peines de prison un couple de Congolais de la RDC pour maltraitance aggravée pratiquée sur leur fille et belle-fille qu'ils considéraient comme une sorcière. L'âge de la victime n'a pas été révélé, mais selon un quotidien local, elle aurait une dizaine d'années et aurait raconté avoir été exorcisée à plusieurs reprises par un homme se présentant comme un pasteur qui lui aurait incisé le bras avec un couteau brûlant pour lui faire confesser ses péchés. Le verdict du tribunal, 2 ans de prison pour le monsieur, 3 ans pour l'épouse et 2 ans pour le pasteur. L'enfant est actuellement dans une famille d'accueil. Le Maroc. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Des affrontements ont opposé les forces armées de la RDC à des miliciens Maïmaï à Béni, dans la province du Nord Kivu. Difficile d'établir un bilan définitif, mais il semble que les combats aient fait une vingtaine de morts au moins. Des assaillants Maïmaï ont été capturés. Pour faire le point, Morgane Guiriec a contacté Mayombo Omari, directeur de la radio francophone des Grands Lacs à Béni. Depuis 4 heures du matin, ces insurgés, les Maïmaï, ont attaqué l'état-major des FARDC de Béni. Les combats ont duré à peu près 2 heures et vers 10 heures, les combats ont repris par des tirs sporadiques de ces insurgés. Alors la FARDC a quand même gagné du terrain et ces derniers ont pris la poudre d'escampette. Les Maïmaï sont donc en déroute. Oui, ils sont pris en déroute. Sait-on quel est le bilan? Le bilan à ma possession est que 14 insurgés ont été tués. En plus du camp FARDC, 5 recrues qu'on a retrouvés sous des bâches ont été tués. Et puis 3 officiers de l'armée ont perdu leur vue au cours de ces affrontements. Jusque-là, il n'y a aucune victime civile déclarée. Connaît-on les motifs de cette attaque? Une source est
préfecture de Béni, nous dit, selon les Maïmaï capturés, ils ont déclaré qu'ils avaient un objectif, venir libérer les leurs qui ont été attrapés dans des champs des cultivateurs du côté Nialeke. Alors ces dernières, pour vouloir se venger et chercher comment libérer les leurs, ils ont préféré venir attaquer la position des FARDC là où ils étaient incarcérés, donc à Lozakaf. Donc c'est la seconde incursion des Maïmaï à Béni cette semaine. La semaine dernière, il y a eu les Maïmaï qui ont fait éruption dans la résidence du maire de la ville de Béni. Il n'avait pas la garde chez lui. Ils avaient des armes blanches et quelques-uns avec des armes à feu. Heureusement, le maire de la ville a eu la vie sauve parce que ces derniers n'ont pas pu tirer. Donc est-ce que cela veut dire que la menace des attaques des Maïmaï est constante à Béni ces jours-ci? Les Maïmaï, ils sont la plupart originaires même de ce coin. Alors, moi, je ne comprends pas comment ces dernières peuvent venir déstabiliser leur coin. Et au moment où, dans le territoire de Rutshuru, de Massissi, il y a eu des affrontements avec les M23, mais les M23, jusque-là, ils ont quand même mis de l'eau dans leur vin. Et puis, ça devient maintenant des escarmouches au niveau de Béni. Je ne sais pas pourquoi ces dernières peuvent faire ça. On se pose des questions. Qu'est-ce qu'ils veulent? Alors, d'après les analyses, nous disons peut-être qu'il y a une mémoire qui influence ces dernières de venir attaquer. Parce qu'avec les négociations qui se sont déroulées à Kampala et l'arrivée même de cette force de Nations Unies pour pouvoir bouter les forces négatives dans ce coin, peut-être ils veulent prendre soit Béni pour eux aussi pour se revendiquer comme l'ont fait les M23. Je peux même inviter la population qu'elle ne puisse pas en tout cas collaborer avec les Maïmaï parce que nous voulons tous la paix. Mayombo Omari, directeur de la radio francophone des Grands Lacs à Béni. Les affrontements de ce mercredi ont poussé les habitants de Béni à se terrer chez eux. Tel est le témoignage d'un de nos citoyens journalistes en République démocratique du Congo. Écoutons cette rubrique quotidienne. Al-Hadji Koudra Maliro, journaliste citoyen de la Voix de l'Amérique en ville de Béni. La matinée de ce mercredi 15 mai 2013 a été cauchemardesque pour les habitants de la ville de Béni. Le camp militaire d'Ozakaf Béni a été attaqué par le rebelle Maïmaï vers 4 heures du matin, voulant venir libérer le leur. Il s'y est de signaler que grâce aux vaillants soldats des FARDC, 5 assaillants ont été capturés et plus de 14 tués. Par ailleurs, du côté de la force loyaliste, le signal seulement des personnes tuées. Pour le moment, toutes les activités sont paralysées. Les rues aériennes de la ville sont quasi vidées des gens, mais quelques magasins de la place sont ouverts. Foura Massimengo, citoyen journaliste de la VOA depuis Butembo. La problématique liée à la desserte en eau potable en ville de Butembo a occupé une place de choix lors de la rencontre des autorités à l'hôtel de ville. Les participants à cette parade sont notamment revenus sur les dossiers de Mont-Louboué. Ce site fait actuellement face à une menace de violation de son écosystème par les habitants du site de la ville de Butembo. Selon la presse de la mairie, cette pratique serait favorisée par la politisation de ces dossiers par certains personnages sans mandat et qui se font passer pour défenseurs du peuple curieusement pour juste un positionnement politique. L'assistance a demandé à cet effet la mise en application de l'arrêté provincial qui érige ces sites en aire protégée et qui interdit du coup toute violation de son écosystème. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. À Brazzaville, la police a lancé depuis la semaine dernière une opération d'arrestation des étrangers qui n'ont pas leurs documents de séjour. Une centaine d'étrangers font déjà l'objet d'expulsion selon les services d'immigration congolais. Cependant, la manière dont est conduite cette opération préoccupe certains acteurs de la société civile du Congo. De Brazzaville, la correspondance de Nguela Ngusu. Et que les jeunes fouillaient de tous sens et que la police et les policiers jetèrent en utilisant leurs véhicules, en utilisant leurs métros. C'était la débandade dans la rue sur l'avenue de la paix. Ces témoignages de Luamba Moké, président de l'Association pour les droits de l'homme et l'univers carcéral, rejoint ceux de nombreuses autres personnes qui assistent au rafle de la police dans les milieux étrangers à Brazzaville. Selon la police congolaise, une centaine d'étrangers, pour la plupart des Ouest-Africains et des ressortissants de la République démocratique du Congo, sont déjà arrêtés par les services d'immigration. Le colonel Alphonse Obwandé,
dit pourquoi. Ces étrangers étaient interpellés parce qu'il leur manquait les titres de séjour au Congo. De son côté, la société civile à Brazzaville se dit vivement préoccupée par ces arrestations qui ne seraient pas conformes à la loi. Luamba Moké. On est très préoccupés et nous voulons que le gouvernement congolais informe la population. Et donc on vous arrête, on vous met dans le véhicule et vous êtes sur les baguettes, alors on devient comme une marchandise. C'est que nous avons toujours interpellé la police de faire les choses dans les bonnes manières. Au lieu de les faire ainsi, c'est pas normal. Mais pour les services d'immigration, la décision est prise. Ces étrangers seront expulsés sans autre forme de procès. Colonel Alphonse Obwandé. En pareille circonstance, la loi est claire. Il s'agira pour nous, services d'immigration, de procéder à la reconduite à la frontière de tous ceux-là qui sont en situation irrégulière. Signalons que parmi ces étrangers, un bon nombre est établi pendant des années à Brazzaville où ils exercent régulièrement des activités commerciales. Nguela Ngusu, Brazzaville, la voix de l'Amérique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Du Congo, au moins 33 personnes, dont 24 miliciens Maïmaï, sont mortes au cours de combats à Beni, la troisième ville de la province du Nord Kivu, dans l'est du pays. Selon le porte-parole de l'armée congolaise, des dizaines de Maïmaï sont entrés dans la ville hier matin et ont attaqué une caserne militaire dans le centre-ville. Les précisions de Maud Julien à Kinshasa. Plusieurs dizaines de miliciens Maïmaï sont entrés dans Beni tôt hier matin. Ils ont foncé vers le commandement militaire situé dans le centre-ville où ils ont affronté les forces armées congolaises durant plus d'une heure avant d'être repoussés. Selon le porte-parole de l'armée congolaise, les combats ont fait au moins 24 morts côté Maïmaï et 9 côté militaire. 8 miliciens ont aussi été capturés et sont actuellement en train d'être interrogés afin de déterminer leur identité et leur motivation. Le maire de Beni affirme savoir qu'il voulait libérer 10 de leurs hommes capturés vendredi dernier et détenus dans la caserne militaire qu'ils ont ciblée. Le maire ajoute avoir été lui-même victime d'une attaque la semaine dernière dans son domicile de la part de ces miliciens qui voulaient, selon lui, prendre la ville. La mission des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC, la MONUSCO, pourtant présente dans Beni, n'est pas intervenue pour empêcher les rebelles d'entrer dans la ville. Son porte-parole militaire a rappelé que le rôle des casques bleus était de défendre les civils et non de s'interposer entre groupes armés et soldats gouvernementaux. La MONUSCO a entamé le déploiement d'une nouvelle brigade qui aura cette fois pour mission de neutraliser les groupes armés de l'Est de la RDC, dont justement les nombreux groupes Maïmaï de la région. La difficulté dans le cas de ces groupes sera de les différencier de la population locale, car il s'agit souvent à l'origine de milices d'autodéfense locale qui bénéficient d'une certaine assise auprès de la population civile et peuvent facilement s'y fondre. À Kinshasa, Maud Julien pour BBC Afrique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Je vous l'annonçais en titre, la Somalie et l'ancien ministre de la Défense et seigneur de guerre, Baré Irale, qui s'autoproclame président de la région troublée de Djabaland dans le sud du pays. Une annonce qui survient quelques heures seulement après celle d'un autre seigneur de guerre, l'islamiste somalien Ahmed Badoubé, considéré comme un allié du Kenya voisin. Le Tchad, l'arrestation de Mahamat Djibrine, ancien tortionnaire tchadien responsable de la police politique de l'ancien président Hissène Habré, accusé de crimes contre l'humanité. Mahamat Djibrine devait être extradé vers le Sénégal qui doit juger les responsables de crimes commis sous le régime d'Hissène Habré en vertu des mandats de l'Union africaine. La République centrafricaine, le Conseil de sécurité de l'ONU qui entend appliquer des sanctions ciblées contre les groupes armés qui sèment le chaos et violent les droits de l'homme, particulièrement visés les hommes de la coalition Seleka qui ont aggravé une situation humanitaire déjà difficile. La République démocratique du Congo, au moins une vingtaine de personnes tuées dans des affrontements entre l'armée et un groupe de miliciens Maïmaï dans la province du Nord Kivu, située dans l'est du pays. C'était hier des violences qui ont eu lieu dans la ville de Beni, à environ 250 km au nord de Goma, la capitale du Nord Kivu. La RDC, où plus de 10 000 cas de choléra ont été par ailleurs enregistrés depuis le début de l'année dans la région du Katanga, 14 000 cas dans l'ensemble du pays. En cause, les difficultés d'accès à l'eau potable et l'insalubrité. On écoute à ce sujet Félix Kabange Mumbi, le ministre congolais de la Santé publique. Il faut avouer que depuis un certain temps, nous avons des problèmes d'accès à l'eau potable de nos populations, dans les milieux ruraux, tout comme dans les milieux urbains. Je peux donner l'exemple de Lubumbashi, où le nombre de cas a sensiblement augmenté, tout simplement parce qu'il y a eu 3 jours d'interruption en eau potable par la Régie des eaux, et dans tous ces quartiers-là, il y a eu flambé. C'est pourquoi l'année dernière, avec l'UNICEF par exemple, nous avons pu assainir 900 villages, ce qui a permis d'avoir 1 80 000 personnes
qui ont eu accès à l'eau potable. Le taux de létalité qui au départ était autour de 4%, ici à la fin de l'épidémie nous sommes à 0,02% de taux de létalité, tout simplement parce que le gouvernement provincial a mis des moyens. Il y a même des avions qui ont décollé de Lubumbashi vers Kamina, Kalemi, Kinkonja pour aller déposer les intrants. Donc il y a eu des efforts dans la prise en charge, mais comme vous le savez, le problème du choléra, à part la prise en charge, c'est un problème multisectoriel d'eau et d'assainissement du milieu. À l'instant, Félix Kabange Mumbi, le ministre congolais de la Santé publique. La RDC encore, où les 240 000 fonctionnaires du pays vont commencer à percevoir cette fin de mois leur salaire par voie bancaire, presque une petite révolution rendue possible grâce à la Mobile Bank. Les explications du président de l'Association congolaise des banques, Michel Lozembe, sur des propos recueillis par nos confrères de la radio Okapi. Jusqu'ici, les banques ont bancarisé à travers le territoire déjà à peu près 500 000 fonctionnaires. Là, on nous demande d'augmenter de 50% ce chiffre, avec 243 980 exactement fonctionnaires, avec la particularité qu'ils sont situés dans des localités en dehors des grands centres urbains. Donc nous allons payer essentiellement des fonctionnaires de l'enseignement dans toutes les provinces du pays et dans des villes secondaires. Ça va demander un très gros travail logistique. Les banques vont d'abord utiliser là où elles ont des agences. La deuxième étape, plusieurs banques ont contracté des partenariats avec les opérateurs de téléphonie mobile qui ont ouvert ce qu'on appelle le mobile banking. Et partout où il y a une couverture de réseau GSM, dès qu'il y a du réseau, on les utilise pour aller là où les banques en direct ne peuvent pas aller. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Oscar Rachidi, bonjour. Bonjour. Est-ce que la corruption avance ou recule dans votre pays ? La corruption ne fait que avancer. Il n'y a jamais eu de recul parce qu'elle gangrène tous les secteurs économiques de la République démocratique du Congo. Alors l'un des fléaux de votre pays, c'est le racket des chefs de bureau sur le salaire des petits fonctionnaires, même chose dans l'armée. Avec la bancarisation de la paie des fonctionnaires qui vient d'être décidée par le Premier ministre Matata Ponyo, est-ce que ce fléau ne va pas disparaître ? Non, je crois que la bancarisation c'est une bonne chose, mais nous voyons que cet argent est en train d'être encore détourné par des autres autorités. Au lieu que cet argent serve, n'est-ce pas, à l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires qui touchent aujourd'hui $40, $50. Oui, mais avant cette bancarisation, quand le fonctionnaire devait avoir 40, il ne touchait peut-être que 30, alors que maintenant, il touche réellement 40, non ? Mais il y a les frais de tenue des comptes et il y a la corruption là-bas. Il y a même eu une manifestation où les fonctionnaires dénonçaient qu'ils ne touchaient pas réellement leur argent. Et le vice-premier ministre du budget était passé pour dire que l'argent piqué dans leurs comptes serait remboursé. Même dans des banques, la corruption, on la voit à ciel ouvert. Autre secteur gangréné, le chemin de fer congolais. La Banque mondiale a débloqué quelques 218 millions de dollars pour la SNCC. Est-ce qu'on sait où est passé l'argent ? L'argent s'est volatilisé. Je suis syndicaliste à la SNCC, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a acheté aucune locomotive, aucune voiture à voyageurs, aucun wagon, même pas un mètre de chemin de fer n'a été réfectionné. Au moment où les agents de la SNCC souffrent, ils ne touchent pas leur salaire. Les agents font 5 mois pour avoir un salaire. Non seulement que les agents eux-mêmes sont en train de mourir comme des poules, dans des morgues SNCC, il y a un taux de mortalité élevé au niveau des agents et même au niveau de leurs familles. Il y a des divorces en cascade. Et pourquoi y a-t-il des divorces ? Mais lorsque le mari n'est plus en mesure de faire nourrir sa femme, de faire vêtir sa femme, le moment où la famille n'est plus en mesure de vivre décemment, eh bien, il doit y avoir le divorce. Pourquoi ? Parce que tout mariage, c'est un mariage d'intérêt. Et une femme va rester à la maison sans manger. Elle va se prostituer et lorsqu'elle se prostitue, eh bien le mari, soit c'est le mari qui déclare le divorce, soit c'est la femme qui va décider de s'en aller. Le point noir dans votre pays, c'est le secteur minier. Pour échapper à l'impôt, les compagnies sous-évaluent leurs concessions et les revendent à des sociétés de complaisance basées dans des paradis fiscaux. En 5 transactions de ce type, l'État congolais a perdu 1,4 milliard de dollars, vient de calculer l'Africa Progress Panel de Kofi Annan. Est-ce qu'il y a une parade contre ce fléau ? Le secteur minier, au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment dans le mains des Libanais, des Indiens et des Chinois. Et ici, c'est une sonnette d'alarme que je suis en train d'appuyer pour que le président de la République, Joseph Kabila, soit informé que les responsables qui sont autour de lui s'organisent pour piller systématiquement la République démocratique du Congo. Mais croyez-vous que le chef de l'État est naïf au point de se laisser tromper ? Ne préfère-t-il pas fermer les yeux ?
mais tous ces prédateurs qui sont autour de lui sont en train de voler. Mais lui seul, le chef de l'État, va faire quoi? Donc il est au courant de la situation. Il est question de prendre des mesures draconiennes pour pouvoir mettre fin à ça. Mais malheureusement, l'impunité caractérise, n'est-ce pas, notre système. Voilà. Il y a 6 mois, le FMI a rompu avec le Congo à cause du manque de transparence justement dans les transactions minières. Est-ce que cette rupture peut provoquer un sursaut dans votre pays? Mais bien sûr, le problème c'est lequel? C'est la traçabilité, la transparence dans les contrats, la signature. On peut signer quelque chose, mais ce qu'on fait, c'est autre chose. Il n'y a pas de transparence. Mais je crois que la position du Fonds monétaire international peut pousser le gouvernement à ce qui est transparence. À Kinshasa, les élus sont gourmands. Au début de cette année, les députés ont réclamé une grosse augmentation de leurs revenus pour passer de 9 000 à 14 000 $ par mois. Mais le Premier ministre a fait la sourde oreille et du coup, ils l'ont menacé d'une motion de censure. Matata Ponyo a tenu bon. Il n'a pas cédé. Est-ce que c'est un signe positif pour l'avenir? Mais les députés, on les connaît tous les jours. Ils sont impliqués dans la corruption. Comment voulez-vous qu'un député puisse demander un émolument de 14 000 $ pendant qu'un fonctionnaire touche 40 $? Pensez-vous, comme certains, que le vote d'un député ou d'un sénateur congolais peut s'acheter? Mais ça s'achète. Le vote s'achète ici au Congo. Il y a eu beaucoup de précédents. La fois passée, quand on avait procédé à cette révision constitutionnelle, parce qu'il y avait les élections à 2 tours, mais on avait révisé à un seul tour. Et même le départ de l'ancien président du Parlement, Vital Kamerhe, on sait qu'il y avait de l'argent qui avait circulé au Parlement. Donc nous appuyons encore la sonnette d'alarme pour dire que la révision constitutionnelle ne peut se faire qu'au niveau du référendum, pas au niveau du Parlement. Si on ose faire ça, par exemple, revoir le mandat du président de la République qui était limité à 2, mais si on revoit cet article pour dire que non, le mandat du président de la République peut aller à 3, 4, là, on aura la colère de la population. La prochaine élection présidentielle est prévue en 2016. Pour l'instant, Joseph Kabila n'a pas le droit de s'y présenter. Que pensez-vous du projet éventuel de révision de la Constitution? Mais s'ils le font, ils auront la colère de la population. Changer la Constitution sans pour autant aller au référendum, ça sera une catastrophe parce que la population n'acceptera pas. Pourquoi? Parce que la Constitution, c'est quelque chose qui a été voté au niveau de la population, au niveau référendaire. Donc, s'il y a modification, on doit mettre d'abord ça sur la sanction populaire. S'il y a révision constitutionnelle, au niveau du Parlement, les parlementaires qui oseraient de faire ça, ils ne seront plus réélus dans leurs fiefs électoraux. Oscar Rachidi, merci. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Démocratique du Congo, le ministre congolais de l'Intérieur, Richard Mouyej, a été interpellé mercredi à l'Assemblée nationale sur l'insécurité récurrente qui prévaut dans la province du Nord Kivu, notamment à Goma et ses environs. Il a assuré que le gouvernement met tout en œuvre pour combattre l'insécurité dans cette partie du pays et libérer les personnes prises en otage par des groupes armés. Reportage de Mimi Ngumba Moulongo de Radio Okapi. Les préoccupations des députés nationaux faisaient état des enlèvements, des viols, de pillages et assassinats. En réaction, le ministre a affirmé que le rétablissement de la paix dans cette région est une priorité. Richard Mouyej. On ne pourra pas mener l'action de développement, de reconstruction si on n'a pas la paix. On dira c'est juste dans les territoires de Rutshuru ou un peu à Beni, mais c'est une région de l'espace de la République. Nous avons besoin de la paix partout. Prenant la parole à son tour, l'auteur de l'interpellation a plutôt invité le ministre à mettre en application les recommandations de l'Assemblée nationale, Mouyindo Nzangi. Il faut dire que le ministre a essayé de donner des réponses qui sont loin d'être convaincantes. Mais ce qui s'est fait aujourd'hui, permettez-moi de dire que c'est vraiment un fiasco. Et en Haïti, les femmes... Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Affrontement entre les forces armées de la République démocratique du Congo et des miliciens Maïmaï à Beni, dans la province du Nord Kivu, ont fait une quarantaine de morts selon les médias. Les Maïmaï auraient attaqué l'état-major local de l'armée à Beni afin de libérer des camarades emprisonnés à la suite d'une incursion dans la ville. Ils ont été mis en fuite. Les violences dans les deux Kivu ont poussé ces derniers mois des milliers de Congolais à s'exiler. Le Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés vient d'ouvrir un nouveau camp pour les accueillir au Burundi. Catherine Huck est la représentante du HCR au Burundi. Le HCR a ouvert un nouveau camp, un 4e camp, dû à l'afflux de réfugiés du Sud Kivu. Nous avons depuis août 2012 une augmentation des arrivées de réfugiés congolais, principalement du Sud Kivu, qui cherchent un refuge et une protection au Burundi.
nos camps étant surpeuplés, le gouvernement a décidé d'ouvrir un nouveau camp dans la province de Chantizo. Combien de personnes ont passé la frontière à peu près? C'est à peu près 5000 personnes qui sont arrivées depuis août 2012 jusqu'à maintenant. Quelles sont les installations que le HCR a pu déployer avec ses partenaires et les autorités dans le camp? L'ouverture du nouveau camp a été faite seulement au mois d'avril parce que nous devions, dans les 3 premiers mois de l'année, faire beaucoup d'investissements. Le site accordé par le gouvernement, terrain d'à peu près 80 hectares, qui peut accueillir environ 13 000 réfugiés, mais il n'y avait pas d'eau, donc nous avons dû faire un captage de sources et un réseau hydraulique à peu près de 13 km de la source jusqu'au camp. Et ça a pris beaucoup de temps. Évidemment, nous avons fait bénéficier la population locale de Borne-Fontaine tout le long de ces 13 km. Il faut aussi construire des écoles, un centre de santé, et les réfugiés construisent eux-mêmes leur abri. L'ouverture du camp nous a demandé beaucoup d'investissements et malheureusement les bailleurs de fonds n'ont pas répondu pleinement au programme du Burundi. Nous sommes financés à l'heure actuelle que 22% de notre programme général. Et donc, je ferai un appel aux donateurs de ne pas oublier aussi les petites opérations qui essayent de subsister à côté de grosses urgences sur le continent africain. Catherine Hock, représentante du HCR au Burundi, répondait aux questions de Camille Grosdidier. Toujours concernant la République démocratique du Congo, la société civile du Sud Kivu semble avoir du mal à accorder ses violons à propos de ses délégués aux concertations de Kinshasa sur la formation du bureau de la nouvelle commission électorale nationale indépendante, la CENI. Des précisions avec Jolie Kamuntu. Selon la nouvelle loi sur la Commission électorale nationale indépendante, CENI, il est prévu que la société civile soit représentée par 3 délégués, un représentant de confession religieuse, une représentante des ONG des femmes et un des organisations de l'éducation civique et électorale. Le coordonnateur honoraire du bureau de la Commission électorale indépendante au Sud Kivu dit que la démarche a été biaisée et n'a pas respecté certains principes. Gaudens Maïché. Qu'elles se choisissent un seul délégué, un seul qui irait donc à Kinshasa, là où sont invités les autres dans toutes ces tractations, de manière que celui-là soit le délégué de toutes les organisations donc concernées au Sud Kivu. Parce qu'il faudrait que chaque province arrive à élire démocratiquement et de façon transparente un délégué dans une élection inclusive. Comment on a choisi ces 3-là? Ici, il y a un danger. De leur côté, certains acteurs de la société civile estiment que du fait que la société civile de la RDC tire son origine au Sud Kivu, il était impérieux que la province soit exemplaire en déléguant 3 personnes à Kinshasa après l'organisation d'un vote inclusif comme ce fut le cas en 2004. Mais non, rétorque Pacifique Biumanine, président urbain de la société civile et point focal de la plateforme du réseau électoral des confessions religieuses au Sud Kivu. Pour lui, il y a eu des réunions de concertation pour désigner ces délégués de la société civile du Sud Kivu à Kinshasa. J'ai reçu la même copie, la même proposition de M. Maïché. Au niveau de la province, les organisations de la société civile se sont retrouvées par composantes. Le réseau des femmes CAFCO, COKIS et COFAS, elles se sont réunies plusieurs fois jusqu'à ce que j'ai appris qu'ils se sont mis d'accord sur une femme à envoyer à Kinshasa. Et les médias ne sont pas en reste. Eux qui forment une des composantes de la société civile du Sud Kivu se plaignent de n'avoir pas été ni consultés ni conviés aux rencontres s'il y en a eu. Pourtant, selon les médias, la tenue de ces réunions devrait permettre de réfléchir sur un cahier des charges commun sur les enjeux provinciaux pour éviter le scénario électoral de 2011 au Sud Kivu. Bukavu, Jolie Kamuntu, la voix de l'Amérique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Par la République démocratique du Congo, l'épouse du député d'opposition emprisonné Eugène Diomine Ndongala pousse un véritable cri de colère. Son mari, le leader de la démocratie chrétienne, est incarcéré depuis plus d'1 mois dans une affaire de viol qu'il dénonce comme étant un montage.
à laquelle s'ajoute un complot contre la sûreté de l'État. Du coup, son épouse de nationalité italienne, Patrizia Diomi, a décidé de mobiliser l'opinion. Selon la loi, un député inculpé doit être placé en résidence surveillée et non pas en prison. Sa femme dénonce des conditions de détention indignes. Elle parle de torture et menace de faire la grève de la faim contre l'incarcération politique de son époux. Les chefs doivent décider, parce qu'il faut dire la vérité jusqu'au fond. On attend le mot d'ordre du chef. C'est pour cela que je dis que le député Diomi Ndongala est un otage personnel de M. Kabila. Nous pouvons inventer, je ne sais pas, une troisième requête à la Cour suprême, ou même une vingtaine. C'est une question de déni de justice, de faiblesse d'état de droit. Mon mari est prisonnier politique de ce régime. C'est pour cela que je vous dis, si ça continue, à partir de lundi prochain, je vais commencer une grève de la faim illimitée. Je n'ai pas d'autres moyens. Je ne peux pas accepter que mon mari, ma famille et moi-même, nous soyons placés dans une situation de mort civile. Pour sa part, le ministre porte-parole du gouvernement Lambert Mende a justifié cette décision lors d'une conférence de presse, c'était mercredi. Nous savons ce qui est arrivé à ce député. Il a disparu pendant au moins 3, 4, 5, 6 mois, ici, de son fait. Et il a prétendu que c'est les autorités qui l'avaient fait disparaître, alors que lui-même fouillait justement la justice. Il a été appréhendé au beach de Ngobila en train de fuir. La justice peut prendre des mesures exceptionnelles compte tenu du comportement exceptionnel de monsieur le député qui ne s'est pas comporté comme un député ayant toute sa dignité. Lui a essayé de se soustraire. Donc forcément, on doit s'assurer qu'il se présente devant ses juges. Et si le fait de le garder en lieu clos est la seule précaution possible pour cela, je pense que les besoins de la justice passent avant les autres besoins, notamment du confort de la personne qui est poursuivie. Propos recueillis par Bruno Minas, le correspondant de RFI à Kinshasa.